Bonjour tout le monde, je me présente à nouveau. Je suis Cécile Caponi, je suis membre de l'équipe Karma du laboratoire d'informatique et système à Aix-Marseille Université. Et donc je vais tout de suite vous présenter ce qu'on appelle un perceptron. Alors pourquoi est-ce que je tiens à vous présenter ça? Ça a l'air tout petit, parce qu'avant de parler de réseau de neurones profonds, eh bien il faut voir ce qu'on appelle neurone dans le cadre de ce type de modèle d'apprentissage. Donc un neurone, alors c'est pas vraiment exactement un seul neurone, hein, ça s'appelle un perceptron. Vous avez un ensemble de neurones en fait dans ce perceptron. Vous avez des neurones qu'on appelle ici des neurones d'entrée et qui vont accueillir finalement la description des données observées pour lesquelles on veut une décision. Et puis vous avez ici le neurone qui permet de calculer une décision, une prédiction à partir des entrées qui arrivent là sur la gauche. Et donc la prédiction, c'est en fait une fonction qui va dépendre des entrées, alors qui dépend de deux choses, qui va dépendre d'une activation, et cette activation va être un simple produit scalaire entre les valeurs des données d'entrée et ici des poids qui sont associés aux connexions. Donc à chaque connexion entre deux neurones, par exemple ici, nous avons un poids qui est associé. Donc finalement, la décision finale ici dépend de l'activation de ce neurone, est-ce qu'il va être activé ou pas, et ça va être décidé par le produit scalaire entre les poids des connexions et les valeurs des neurones à gauche, plus un biais qui nous permet simplement de se détacher de l'origine. Et la sortie, ça va être une fonction qui peut varier de la valeur d'activation. D'accord ? Donc parmi ces fonctions, c'est ce qui permet d'introduire la non-linéarité dans les réseaux de neurones. Vous avez tout un ensemble de fonctions. Par exemple ici, la fonction qu'on appelle relu, qui est beaucoup utilisée dans les réseaux profonds, qui va valoir simplement 0 si la valeur de sortie est négative et qui va valoir cette valeur de sortie si elle est positive. Ici, c'est la fonction rouge que je représente. Voilà, donc ça c'est un simple perceptron. Alors que fait l'apprentissage là-dedans? Eh bien à partir d'un ensemble de données observées qui vont alimenter le réseau en entrée ici, le modèle, le perceptron, l'algorithme du perceptron va calculer les poids des connexions de telle façon à ce que les sorties connues pour les données de l'échantillon correspondent, enfin soient les mêmes que celles calculées par ce neurone. Ce que fait en fait ici un perceptron, c'est simplement couper en deux par un hyperplan l'ensemble des données d'entrée. Enfin, l'hyperespace qui est en entrée. Donc par exemple ici, on a une fonction qui est la vraie fonction que l'on cherche, qui serait la rouge, et en réalité, le perceptron, l'algorithme du perceptron, de façon itérative, va essayer plusieurs hyperplans jusqu'à tomber sur le bon. Alors ça marche quand les données sont effectivement, quand il existe un tel hyperplan, sinon bon, ça pose des petits soucis, mais il y a des solutions. Bon, grosso modo, un perceptron, il va couper l'espace des entrées en deux par le calcul d'un hyperplan, cet hyperplan étant celui qui est défini ici. Et pour ça, il faut apprendre le poids des connexions. Alors, ça c'était pour le perceptron, c'est-à-dire le perceptron, en gros, c'est le modèle d'un neurone qui calcule à partir de neurones qui le précèdent dans un petit réseau. D'accord ? Donc ici, finalement, on a ce qu'on appelle les perceptrons multicouches, d'accord ? Où là, on va empiler des perceptrons de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de l'entrée vers la sortie. On n'a plus qu'une seule unité de calcul, mais on va en avoir un certain nombre potentiellement très très grand. D'accord ? Donc on a à gauche de ce réseau les couches d'entrée. Ensuite, on a un certain nombre de couches cachées, d'accord, qui sont toutes indépendantes les unes des autres dans leur mode de calcul. Okay, donc là, j'en ai représenté une, mais il peut y en avoir plusieurs. Et puis à la fin, on a une couche de sortie. Ici, encore une fois, cette couche de sortie a un seul neurone, mais on pourrait en avoir plusieurs si on a plusieurs tâches à apprendre. D'accord ? Et donc la fonction qu'apprend un perceptron multicouche, c'est une fonction composée, d'accord, où on a ici l'application de la première couche à la donnée d'entrée,
suivi de la fonction de rectification. Et ça, c'est vrai pour on fait ça pour chaque neurone d'une couche intermédiaire, et on réapplique un produit scalaire avec les poids de la couche suivante, etc. Et on a de nouveau la fonction de correction, etc., etc. Et donc, quand on a appris les différents poids, ces différents W, encore une fois, hein, c'est ça qu'on apprend lorsqu'on apprend un tel réseau à partir des données, de l'échantillon de données. L'inférence pour une nouvelle donnée, une fois qu'on a appris ces poids, l'inférence pour une nouvelle donnée, ce sera simplement par propagation avant de ces différents calculs que je vous montre ici. Quand on a une nouvelle donnée, on fait une propagation avant de tout ce qui a été appris, appliqué à cette nouvelle donnée ici, et on obtient ce qu'on appelle la prédiction pour la nouvelle donnée d'entrée. Alors, autant on avait vu tout à l'heure qu'un perceptron, ce qu'il fait, c'est qu'il sépare l'espace de description des données en deux, d'accord? Et en réalité, pour chaque neurone de calcul au sein d'un perceptron multicouche, on va avoir la propre séparation de l'espace de la couche précédente qui va être coupée en deux. Donc au final, quand on a un seul perceptron, ben on a un seul hyperplan ici qui va couper les données en deux. Quand on a comme ici en bas 5 finalement perceptrons, qui sont indépendants même s'ils sont appris sur la base des mêmes données, eh bien on a 5 hyperplans différents qui séparent notre espace. Et donc c'est comme ça qu'on combine les différents neurones au sein d'une même couche d'un perceptron multicouche. Et puis ensuite, on peut se faire succéder ces différentes couches. Alors en fait, c'est beaucoup plus efficace de faire comme ça que de faire une représentation qui serait non distribuée, comme celle-ci, qui est beaucoup trop figée, en fait, pour séparer l'hyperespace en plusieurs parties qui correspondent, in fine, à des classes à prédire. Donc on a ici, dans les cas des perceptrons multicouches, on a une représentation qui est bien plus efficace parce que bien plus souple, et donc c'est pour ça, entre autres, que ça fonctionne. Alors là, je ne vais pas vous détailler ce théorème qui est pourtant fondamental sur les perceptrons multicouches, mais c'est un théorème qui dit grosso modo qu'il suffirait d'avoir une seule couche cachée dans un tel réseau pour apprendre n'importe quelle fonction à partir des données d'entrée. Alors c'est un résultat qui est un théorème d'existence, ça ne veut pas dire qu'on trouve effectivement le bon paramétrage des réseaux, et puis surtout il faut quand même comprendre que c'est un résultat théorique qui suppose que l'on peut avoir un nombre infini de neurones au sein de la couche cachée. Voilà, c'est juste pour dire qu'à l'heure actuelle on empile les couches, mais qu'en réalité il semblerait qu'une seule couche suffise pour apprendre la fonction de décision à partir d'un échantillon d'entrée. Alors comment est-ce qu'on fait pour apprendre les poids qui définissent finalement le réseau ici, les poids qui sont sur les connexions entre les neurones? En réalité, c'est un problème d'optimisation que je ne vais pas vous détailler, mais qui est composé de deux parties. Une partie qui va chercher à optimiser l'adéquation entre les sorties calculées par le réseau et les valeurs d'entrée, et les valeurs prédites et les valeurs de sortie, les valeurs prédites et les vraies valeurs, excusez-moi, et une partie qui consiste à régulariser ce qu'on apprend, c'est-à-dire à rendre le modèle final moins compliqué. Donc c'est un algorithme qui se fait par, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle de la descente de gradient, mais qui, autrement dit, là je vous avais expliqué que vous aviez une propagation avant pour faire une prédiction à partir d'une donnée. L'algorithme qui apprend les différents poids qui sont sur les différentes couches est un algorithme qui va propager en arrière toute erreur que l'on fait de prédiction lors d'une itération de cet algorithme. C'est un algorithme itératif, et à chaque fois qu'il fait un nouveau calcul de poids, on va propager en arrière l'erreur qu'il fait pour remettre à jour finalement les poids précédemment calculés jusqu'à une certaine convergence. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est assez technique. Tout ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui jouent sur la possibilité d'une convergence. On ne converge pas toujours vers une solution.
Parmi ces paramètres, il faut bien initialiser les poids au début de l'algorithme, il y a le pas du gradient, il y a tout un ensemble de choses à régler. Et donc ce sont des modèles qui sont assez difficiles à prendre en main pour des gens qui ne sont pas experts de ce type d'algorithme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle deep learning dans ces cas-là? On va enfin rentrer dans le vif du sujet. Le deep learning consiste à finalement empiler un certain nombre de couches comme ça. Jusque-là, on avait vu un petit perceptron, ensuite cette notion de couche cachée, et là maintenant, on va empiler toutes ces couches cachées qui vont se situer entre la couche d'entrée et la couche de sortie. D'accord? Généralement, enfin bon, ça c'est pas théorique, mais on parle de réseaux profonds à partir du moment où on a au moins 3 couches cachées. C'est ce qu'on appelle la profondeur du réseau. Et chacune de ces couches va nous permettre d'apprendre des représentations abstraites des données qui sont en entrée. Donc vous pouvez voir que comme sur chaque connexion entre deux neurones, il faut apprendre le poids de cette connexion dans l'ensemble du réseau, et bien plus on a de couches cachées, plus on a de neurones, et bien plus on a de poids à apprendre. Et donc c'est pour ça que plus on a des réseaux gros, plus il faut de données pour pouvoir apprendre ces poids. D'accord? Donc il y a de nombreuses architectures. Là ici je vous montre un perceptron multicouche complètement connecté. En fait on va voir qu'il existe pas mal d'architectures de réseaux de neurones. Alors juste un rapide petit historique, c'est juste pour vous montrer que les réseaux de neurones ça date pas de l'année dernière. Ça a commencé avec le perceptron que je vous ai montré tout à l'heure dans les années 50, avec un certain nombre d'avancées, de critiques, etc. L'algorithme qui a réellement permis d'apprendre un perceptron multicouche date de 1986, donc si je compte bien, il y a plus de 30 ans. Et puis après, il y a eu un certain creux qui est dû à l'arrivée des techniques SVM en apprentissage qui sont très très performantes aussi. Et puis l'avènement du deep learning à tous les niveaux est arrivé en 2012 par le réseau AlexNet, qui est le réseau qui a gagné une compétition en computer vision sur la classification d'images. Et donc vous avez là de droite à gauche la timeline. Donc les bâtons en bleu la présentent l'erreur que faisaient les différentes approches d'apprentissage sur la classification d'images. Et il y a eu là en 2012 une rupture magistrale entre les techniques plus ou moins classiques et puis le modèle AlexNet qui est finalement le premier modèle d'apprentissage profond qui a permis de faire de la classification d'images avec moins de 15% d'erreur. Donc c'est à partir de là que tout est parti, parce que c'était assez bluffant. Là, je vais vous passer ça, c'est plus pour vous montrer, ça vous montre simplement l'ampleur que prend le deep learning dans tous les secteurs d'activité, où on retrouve la santé. Alors, allons voir maintenant plusieurs types de modèles profonds. Donc c'est ce que je vous disais, on empile les couches cachées, d'accord ? Mais plus on empile les couches cachées, plus finalement la fonction de prédiction est compliquée, d'accord, et dépend d'un certain nombre de poids à toutes les étapes du niveau, d'accord. Et donc à la fin, une fois qu'on a appris ces différents poids W, à partir d'une nouvelle entrée, on peut faire une série de prédictions qui sont les prédictions en sortie. Donc, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'à chacune de ces couches cachées, on apprend une nouvelle représentation de l'entrée. D'accord? Et c'est des représentations qui sont de plus en plus complexes, d'accord? Qui sont dans les premières phases des représentations de bas niveau, et plus on monte dans les couches, plus on va calculer des représentations de haut niveau de nos données d'entrée. Et c'est pour ça que souvent on indique que le deep learning, c'est ce qui est ici à droite. Hein. Tout ce qui est en rouge, en fait, c'est ce qu'on peut apprendre avec le modèle. Donc à gauche, vous avez l'apprentissage automatique classique, où finalement on a des données en entrée qui sont assez brutes. On fait nous-mêmes, enfin les data scientists font eux-mêmes un calcul des nouvelles représentations des données en s'aidant évidemment d'algorithmes, et puis ensuite il y a un modèle statistique qui est appris et qui permet d'avoir une sortie.
Et tout à droite, vous avez ce que fait le deep learning, c'est-à-dire que c'est comme il fait tout. Il apprend la nouvelle représentation des données sur chacune des couches et à la fin, on applique un modèle statistique, ou on apprend un modèle statistique qui permet de faire coller la sortie aux entrées. Donc c'est pour ça que c'est aussi, non seulement ça marche bien, mais en plus c'est pratique parce que ça fait tout seul et qu'on peut aller voir un petit peu ce qui se passe à tous les niveaux. Alors, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez le réseau AlexNet qui est représenté ici. Vous avez le réseau AlexNet là, qui a gagné cette compétition. Vous empilez en fait un certain nombre de couches, avec des couches de convolution, on va voir ce que c'est, qui permettent justement d'apprendre au début des caractéristiques de bas niveau qui sont partagées par toutes les classes finales. Et puis plus on monte, plus on a des caractéristiques qui sont de haut niveau, qui sont des caractéristiques globales et qui sont de plus en plus dépendantes des classes que l'on cherche à apprendre. Alors ça c'est juste pour rigoler, hein, c'était pour vous montrer la visualisation de certaines des représentations internes dans un gros réseau Google, où on a cherché à apprendre en même temps des repas et des chiens, et quand on reconstruit les images à l'intérieur, ben, on retombe sur des choses un petit peu bizarres comme ça. Donc, même quand on est face à des gros réseaux, on reste dans le même principe que les perceptrons multicouches, c'est-à-dire qu'on a une propagation avant pour calculer les données et arrière pour rétropropager l'erreur. Et puis, il y a plein d'astuces pour apprendre ces réseaux. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résultats fondamentaux, contrairement à d'autres domaines de l'apprentissage automatique, mais c'est quelque chose qui est en plein boom à l'heure actuelle au niveau de la recherche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une architecture dense de réseaux de neurones, où tous les neurones d'une couche sont connectés aux neurones des couches précédentes et aux neurones de la couche suivante. Donc c'est la représentation classique. Vous avez un autre type d'architecture qu'on appelle les auto-encodeurs, où là on va essayer d'apprendre une représentation compressée des données. Le principe ici, c'est qu'on a la même chose en entrée. Les neurones d'entrée sont les mêmes que les neurones de sortie. Et puis on met ces couches d'apprentissage de représentation entre la couche d'entrée et la couche de sortie qui sont égales, et on essaye d'avoir au milieu une représentation abstraite et compressée de nos données d'entrée. Donc ça permet surtout de faire du débruitage de données. Donc c'est ce qu'on appelle les auto-encodeurs, où on a la première phase qui est l'encodeur vers une représentation compressée, et ensuite le décodeur qui passe de la représentation des données compressées à l'image initiale, enfin qui essaye de le faire. D'accord ? Et donc ce que je vous montre ici en vert, ça ressemble un peu à un nœud de cravate, c'est ce qu'on appelle le modèle Diabolo, où on cherche justement à restreindre la dimension d'entrée. Vous avez ensuite les réseaux de convolution qui sont très utilisés en images, où on va passer, alors le principe c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails de la convolution, mais le principe c'est qu'on va appliquer un filtre ou un ensemble de filtres chaque filtre va reconnaître un petit pattern sur une petite partie de l'image, et on va donc appliquer chaque filtre, donc là je vous montre le cas d'un filtre, on va appliquer chaque filtre à un ensemble d'extraits de notre image, et donc ce filtre va créer une nouvelle couche. Et donc chaque fois qu'on fait une convolution comme ça, on augmente en fait la taille du réseau, et donc si on faisait que ça, on aurait des réseaux bien trop gros. Donc ce qu'on fait généralement après une convolution, une phase de convolution, on fait généralement une phase de pooling, c'est-à-dire qu'on va agréger les données qu'on a calculées avec une certaine fonction pour réduire la taille du réseau. Donc par exemple, là je vous montre un pooling qui est un max pool, c'est-à-dire qu'on va passer d'une fenêtre 4-4 à une fenêtre 2-2, d'accord, où là je prends le maximum de ces 4 là, ça devient un seul neurone, etc. Et donc généralement, ce qu'on appelle les réseaux de convolution, ce sont des réseaux qui alternent une phase de convolution et une phase de pooling. Donc la phase de convolution permet justement, vous l'avez ici, permet d'abord d'isoler des petites, là c'est vraiment de l'image, permet d'isoler des petits
des petites caractéristiques qu'on va retrouver sur des zones de l'image. Et puis plus on monte dans les couches, plus on a des formes qui sont globales. Alors la convolution peut s'appliquer avec n'importe quel type de filtre, hein, c'est pas forcément quelque chose que l'on fait sur les images, hein, ça marche en audio, ça marche sur le texte, etc. Donc voilà typiquement l'architecture d'un réseau de convolution, et de gauche à droite, vous voyez la caractéristique des images, des patterns en fait qui sont appris. Hein. On a ici une convolution sur les contours, on peut avoir des convolutions sur la texture de l'image, des convolutions sur les parties, est-ce que c'est rond, enfin, on va chercher des parties rondes par exemple, etc., etc. Donc on peut empiler comme ça des tas et des tas de couches de convolution et de pooling derrière, mais bon, évidemment, chaque fois qu'on rajoute une couche de convolution, il faut savoir ce qu'on fait exactement, quel filtre on va choisir, qu'est-ce qu'il représente, et puis ensuite quel pooling on va appliquer derrière cette convolution, donc, et ensuite quelles sont les fonctions d'activation qu'on utilise. Donc plus le réseau est compliqué, plus il y a de paramètres, ce qu'on appelle des hyperparamètres à régler. C'est comme si vous aviez une grosse machine avec plein de boutons et vous devez, avec des centaines de boutons, et vous devez tourner les bons boutons jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc c'est assez long à valider. Donc voilà, ce sont des réseaux de convolution qui sont très utilisés, notamment en images et en audio. Là, vous avez ce qu'on appelle un réseau récurrent. Donc ici, on se retrouve sur des réseaux où la particularité, c'est qu'on n'est pas forcément, c'est pas un réseau forward, comme je vous le montrais tout à l'heure, mais que vous pouvez avoir un retour d'une couche, la couche numérotée, vers une couche précédente, T-1. Donc c'est le grand principe des réseaux récurrents. Je ne vais pas aller non plus bien plus loin dans l'explication parce que c'est aussi assez technique. Donc ça a du pouvoir, mais l'intérêt de ces réseaux récurrents, les réseaux de neurones récurrents, c'est que nous pouvons garder une mémoire de ce que nous avons fait dans les étapes précédentes. D'accord ? Et ça, dans certains types de données, c'est assez important, notamment dans les données qui sont des séries dans le temps, des séries temporelles. On verra tout à l'heure une application en santé. Voilà, donc en gros, vous avez ici un réseau récurrent, vous avez une succession de couches, d'accord, et à un moment donné, vous pouvez, la sortie d'une couche peut devenir l'entrée d'une couche qui est précédente, et donc plus proche de l'entrée dans le réseau. Alors ça se représente comme ça, et quand on le déplie, on peut le déplier autant de fois qu'il y a de couches dans le réseau. Voilà, les réseaux récurrents. Alors le problème des réseaux récurrents, c'est que pour des problèmes arithmétiques et algorithmiques, il y a des problèmes de calcul où on n'arrive pas à appliquer correctement les algorithmes d'apprentissage des poids. Et donc il y a un certain nombre d'améliorations de ces architectures qui ont été développées ces dernières années. Il y a ce qu'on appelle les LSTM qui sont assez compliqués. Vous voyez là en bas à droite, ça c'est une unité de calcul. Hein. Avant on avait un neurone tout seul. Maintenant, on a des capacités de mémorisation du passé, de ce qu'on a vu précédemment arriver dans le réseau. Et on peut contrôler la façon dont les informations du passé sont prises en compte à un moment donné dans une couche de réseau. Donc on peut ignorer des entrées passées ou les considérer, au même titre que les entrées actuelles. Bon, il y a d'autres améliorations que les LSTM. Donc ça, c'est tout ce qui est partie réseau récurrent. Donc les réseaux récurrents sont vraiment importants et sont privilégiés lorsque l'on traite des données séquentielles. Par exemple, tout ce qui est données textuelles pour traiter le langage naturel. Alors il y a plein d'autres architectures, les machines de Boltzmann restreintes, qui sont des modes de réduction de dimension. Et puis il y a assez récemment, il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement, sont sortis les Generative Adversarial Network. Donc ça, c'est tout un ensemble d'architectures de réseau qui sont assez bluffantes parce qu'elles permettent d'améliorer grandement les capacités d'un réseau de neurones. En fait, c'est un réseau de neurones en 2 parties où vous avez un discriminateur dont le rôle, c'est vraiment d'apprendre à classer les données qui sont des vraies données en entrée.
Et au fur et à mesure où ce discriminateur est appris, il va nourrir un générateur qui, lui, va essayer de générer des fausses données à partir de ce que le discriminateur apprend et à partir d'un espace latent quelconque. D'accord ? Donc le générateur, au fur et à mesure de l'algorithme, va essayer de tromper le discriminateur en essayant de lui fournir des images qui sont presque réelles. D'accord ? Et donc, plus le discriminateur est performant, plus le générateur le sera aussi. Et donc, ce sont des réseaux qui sont utilisés aussi pour générer des fausses données à partir de vraies données. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses qu'on voit actuellement fleurir un petit peu partout, et c'est même, on arrive comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, à générer par exemple des fausses vidéos à partir de vraies. Donc ça peut être aussi assez dangereux, il faut faire attention à ce genre de choses. Mais c'est très performant par contre. Voilà, donc je vais arrêter là sur le deep learning, hein, ça fait déjà, c'est assez long, pourtant j'ai essayé d'être assez rapide, et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le deep et la santé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de sélectionner un certain nombre d'applications en santé du deep learning, et j'ai essayé de vous proposer une variété d'applications différentes qui montrent un petit peu la variété de tout ce qu'on peut faire. Donc c'est assez récent, hein, évidemment, l'application du deep learning, donc ces réseaux de neurones profonds à la santé. Au début, on a essayé d'apprendre du diagnostic à partir d'imagerie médicale 2D, puis après à partir de modèles reconstruits 3D, par exemple sur les imageries 3D du cerveau. On exploite aussi tout ce qui est signal provenant de capteurs mobiles. Et puis évidemment, le monde du médicament et en amont le monde de la biologie et de la biochimie commencent vraiment à faire beaucoup de choses. Donc ce sont des domaines qui explosent, hein. Je vous montrais avec le succès de AlexNet en 2012, et donc ce sont des techniques qui sont utilisées partout, mais qui nécessitent, il faut bien le savoir, d'avoir des données sur lesquelles on va apprendre qui montrent une certaine régularité dans une structure, par exemple spatiale ou des données temporelles, etc. Parce que c'est cette structure que le réseau va essayer d'apprendre. Et puis il faut avoir, vous l'avez vu, des grands volumes de données, ce qu'on appelle le big data, parce que sinon on n'a pas assez de données pour apprendre les différents poids des connexions. Donc je suis allée chercher des expériences un petit peu partout. Je vous donne ici en bas deux types de références que vous pouvez aller voir par vous-même. Là aussi, je vais passer un petit peu vite. Je veux juste répondre à la question. Il y a des questions qui se posent. Est-ce que ces techniques permettent d'assister ou de remplacer le médecin? On va voir une première application qui va vous montrer que c'est ni l'un ni l'autre. Mais je peux vous le montrer ici. Vous avez ici la détection de la maladie d'Alzheimer. Vous avez les erreurs que faisaient les systèmes autrefois, avant 2012, d'accord. Donc là, on détecte la maladie d'Alzheimer sur des images de cerveau. Donc ça, c'était avant le deep learning. On faisait près de 16% d'erreurs. Et avec le deep learning, on en fait quasiment plus. Toujours à base d'imagerie. Hein, ce sont trois exemples en imagerie. Ici, l'idée, c'était de détecter des fractures sur les os. Donc avec à gauche un système conventionnel d'apprentissage automatique où on faisait presque 30% d'erreurs. Un radiologue humain fait entre 12 et 18% d'erreurs, donc il est bien meilleur que le système automatique. Et quand le deep learning est arrivé, il s'est avéré être meilleur que le radiologue. Alors c'est peut-être ça qui fait peur. Il faut voir aussi que les modèles appris sont pas toujours très très bien généralisables. Et ici, pour vous rassurer un petit peu, quand on cherche à détecter des cancers, par exemple ici c'est une étude sur la détection de cancer du sein à partir d'imagerie, le radiologue fait environ 3% d'erreurs. L'apprentissage profond fait un peu mieux, mais guère plus. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on prend l'apprentissage profond et l'expertise du radiologue humain, là on descend en dessous du 0,8% d'erreurs. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est-à-dire quand ils se mettent ensemble, eh bien on a un réel gain. Alors voici un premier exemple justement en imagerie sur la détection de cancer de la peau. Donc là, ça c'est une image. Donc vous avez en entrée des images qui proviennent de lésions sur la peau.
d'accord, ici tout à gauche. Donc on a un certain nombre d'images comme ça, il y en a 130 000, d'accord, qui vont être des images d'entrée pour lesquelles on connaît le type de maladie associée à cette image. Donc dans les types de maladies, il y en a un certain nombre, elles sont ici, d'accord. Donc on peut les regarder sous 3 niveaux. Un niveau assez grossier, 3 types de maladies, enfin de malignité par exemple d'un cancer, enfin d'une tumeur, d'un mélanome, voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Donc vous avez 92% de lésions malignes et 8% de lésions bénignes qui sont subdivisées en plein d'autres caractérisations de l'image, d'accord. Donc là, ce qu'a voulu faire l'étude, c'est d'étudier les performances croisées d'un réseau de convolutions, les réseaux de convolutions c'est les CNN, versus des dermatologues. Alors c'est une étude qui a un peu plus d'un an, donc là je vous montre un petit peu la subdivision qui était faite des maladies de peau. Donc le premier niveau en 3, c'est le niveau rouge, alors non néoplastique, bénin et malin au niveau des lésions. Et puis le deuxième niveau qui est le niveau numéro 9, c'est celles qui sont juste en dessous des rouges. Hein. Donc il y a celle-ci, inflammatoire, j'arrive pas à lire, tout ce qui est ici, donc il y en a 9 hein, si vous regardez bien. Et donc on a appris le réseau sur la base des images qui étaient catégorisées dans toutes les parties vertes ici, d'accord. Et on a inféré les classes rouges ou alors les classes de niveau juste inférieur dans ce graphe, dans cet arbre. Et donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc vous avez en haut à gauche les performances en bonne classification au sein des 3 classes majeures, d'accord. Donc vous avez une étude qui a été faite avec un premier dermatologue ici, où on indique ici le taux de bonne classification. Donc le réseau de convolution fait un petit peu mieux, d'accord, pour cette précision de 3 classes à prédire. Par contre, quand on passe sur le niveau 9 classes à prédire, là, le dermatologue fait moins bien qu'avec 3 classes aussi, mais les performances du réseau de convolution chutent aussi, hein, pour se rapprocher de celles du dermatologue. Okay. Et ici, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle les matrices de confusion, c'est-à-dire que vous avez en ligne les vraies étiquettes des images, et en colonne les étiquettes prédites par le réseau de convolution et par les 2 dermatologues. Donc quand on est sur la diagonale, c'est qu'on est bon, et plus on est rouge et plus on est foncé, plus on est bon. Et ici, vous avez des cas de confusion, c'est-à-dire que la classe 0 qui correspond au lymphome cutané est souvent considérée par le réseau de convolution comme étant la classe 6, c'est-à-dire des conditions inflammatoires. Et cette confusion, on la retrouve chez le réseau de neurones, moins fortement chez ce premier dermatologue et un peu plus fortement chez ce deuxième dermatologue. Et vous avez des cas où les dermatologues sont quand même bien meilleurs que les réseaux de convolution. Donc finalement, cette étude porte à penser que ce sont les 2 ensemble, dermatologue et réseau de convolution, qui devraient travailler ensemble pour faire le moins d'erreurs possible. Donc ça, c'est une étude de l'année dernière. Là, je vous montre simplement la visibilité. On essaye de reconstruire les images à partir de la dernière couche du réseau de convolution que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, on voit qu'au niveau de cette dernière couche, on peut voir les différents patterns qui sont observés chez les mélanomes. Vous les avez ici. Chez les carcinomes squameux, que vous voyez ici, d'autres types de carcinomes, etc. Donc on retrouve effectivement les patterns. Donc c'est une façon de visualiser la couche juste avant la couche de sortie d'un réseau, où là on reconstruit effectivement des patterns observés qui ont permis, ce sont ces patterns qui ont permis la prise de décision finale. Voilà. Donc si on peut regarder effectivement des représentations en amont dans le réseau pour chacune des lésions, on a la lésion à gauche et effectivement qu'est-ce qui est retenu dans cette lésion pour prendre la décision de chacune des classes.
Voilà, donc ça c'est un autre exemple de deep learning qui va vous montrer certains écueils aussi du deep learning. Donc c'est une publication qui a à peu près 2 ans, qui avait pour objectif d'acquérir et de faire du diagnostic à distance dans des zones qui sont pas forcément équipées avec les derniers moyens de radiologie, d'accord. Donc c'est une plateforme d'annotation internationale qui a été créée pour détecter et diagnostiquer la tuberculose à partir de technologies mobiles. D'accord. Donc, il existe un logiciel qui permet d'annoter des images qui ont été acquises et puis les annoter au regard de 5 manifestations possibles qui concernent la tuberculose. Chacune des images est segmentée par un médecin. D'accord. Et donc le réseau qui est appris est alimenté par ces images qui sont extraites des radios. D'accord. Donc le réseau de convolution, c'est celui-ci. C'est un réseau de convolution qui ressemble beaucoup à GoogleNet, d'accord, où on alterne des phases de convolution sur les images et des phases de pooling avec à la fin des couches empilées. D'accord. Et ce qu'on cherche à faire, c'est classer les images qui ont été acquises et transmises, et annotées par téléphone. On les transmet au réseau de convolution, et ce qu'on essaye de deviner à la fin, c'est le type, enfin les manifestations de tuberculose. Okay. Donc c'est un réseau qui a 22 couches. Alors il faut savoir que comme les chercheurs manquaient de données, ils ont fait quelque chose qu'on fait de façon assez classique, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé ImageNet, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé, pour apprendre les toutes premières couches du réseau, ils ont utilisé des images classiques qui représentent tout et n'importe quoi, mais certainement pas des images médicales. Ça permet d'apprendre les premières couches et les représentations très abstraites et de bas niveau qui seront les mêmes en fait, que ce soit une imagerie médicale ou une image quelconque. D'accord. Donc pour apprendre les représentations de ces premières couches, ils ont utilisé des images de ImageNet. Ça permet c'est une technique qui permet de pallier parfois un manque de données. Alors voici les résultats qu'ils ont obtenus. Donc ils affichent en fonction du nombre d'itérations de l'algorithme d'apprentissage. Donc vous avez tout en haut ici la précision moyenne obtenue, donc qui monte jusqu'à 90%. Lorsque l'on voulait prédire seulement est-ce que c'était une manifestation normale ou anormale. Et ensuite, quand on essaye d'affiner le type de manifestation, là on se trompe quand même un peu plus. Alors il faut savoir que c'est toujours à lire avec précaution, parce que ici on a ce qu'on appelle un jeu de données déséquilibré, c'est-à-dire que finalement on a beaucoup plus de manifestations anormales en entrée, donc il suffirait qu'on prédise tout comme étant anormal et on aurait à peu près 90% de réussite. D'accord. Par contre, on se tromperait tout le temps sur les normales. Donc c'est ce qu'on appelle un jeu de données déséquilibré. Je l'ai mis ici. Donc là, l'étude n'en parle pas, et c'est dommage parce que ce sont des caractéristiques des jeux de données qu'il faut prendre en compte dès la phase d'apprentissage d'un réseau de neurones. Par contre, c'est une étude qui montre comment on peut faire lorsqu'on est en déficit d'image. On peut utiliser des préapprentissages qui ont été faits à partir des images de ImageNet, hein, qui sont disponibles à toute la communauté des chercheurs. Là, je vous montre encore une application qui concerne le diagnostic aidé par ordinateur, où là, on a essayé de détecter des lésions mammaires ou des nodules pulmonaires, d'accord, en utilisant un auto-encodeur. Vous vous souvenez, cette espèce de cravate que je vous montrais tout à l'heure, là, ce modèle Diabolo, d'accord, qui est souvent utilisé justement pour débruiter des images et pour faire derrière de la classification. Donc l'idée, c'était de réduire le nombre de biopsies faux positives, mais qui ont été prescrites parce qu'il y avait un doute. Hein, et pareil pour les thoracotomies. Donc l'idée, c'était de remplacer les 3 étapes de traitement d'image par une seule, via un auto-encodeur, notamment faire du débruitage. Et ils ont comparé ça avec d'autres approches. Donc voici le type d'image qu'il y avait en entrée.
D'accord? C'est de la classification binaire, c'est-à-dire on veut simplement savoir si c'est malin ou bénin, à partir de l'image. Donc il y avait 2 couches cachées seulement dans ce réseau, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il était profond, mais c'est quand même une approche intéressante de l'apprentissage par réseau de neurones. Donc là on peut visualiser la première et la seconde couche cachée, d'accord, où on a à gauche les lésions, les breast lesions, et puis à droite les nodules du poumon. Et puis tout ce qui est jaune, c'est ce qui est bénin, et tout ce qui est bleu, c'est ce qui est malin. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on observe, c'est vraiment des images qu'on observe à l'intérieur des couches cachées et qui permettent peut-être d'expliquer la façon dont le système prend ses décisions. D'accord ? Voici les résultats de performance que les chercheurs ont obtenus. Alors, il y a au niveau des nodules pulmonaires, il y a 2 niveaux. Hein. Il y a soit on avait mis plusieurs nodules, c'est le lung hole, plusieurs tranches d'un même module comme donnée d'entrée, soit on mettait une seule image du nodule en entrée. D'accord ? Donc quand on met plusieurs fois un même nodule en entrée, on a des performances qui sont ici, on le voit nettement meilleur. Hein, là on est en taux de bonne reconnaissance, si vous voulez. Là c'est lorsqu'on a une seule image d'un nodule en entrée, et puis là ce sont les résultats pour la détection de malignité et bénigne, je ne sais pas comment on dit, est-ce que la lésion est maligne ou bénigne au niveau de la poitrine. Donc on voit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement l'aspect auto-encodeur fait nettement mieux que toutes les techniques qui existaient précédemment. Et donc c'est aussi plutôt bon signe si on peut réduire effectivement les biopsies, les thoracotomies. Voilà, donc c'est une étude qui je l'ai notée à certains endroits, j'en ai pas parlé, mais qui dans le protocole expérimental au niveau apprentissage est très très sérieuse. Alors ça c'est juste un exemple de réseau de neurones qui permet de détecter de façon précoce des insuffisances cardiaques à partir de signaux. Donc ce qui a été fait, donc là c'est une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les réseaux récurrents qui permettent de prendre en compte des informations séquentielles. D'accord ? Donc là on a effectivement des enregistrements électroniques d'événements patients dans le temps. Et donc la force de cette étude, alors je ne vais pas vous détailler l'unité GRU des réseaux récurrents, mais là voilà. La force de cette étude, c'est d'avoir traduit finalement un certain nombre d'informations sur les patients, des événements cliniques, codés sous les codes internationaux. Ça c'est important en médecine pour qu'on puisse un petit peu s'y retrouver, où on met des informations, on sérialise, on séquence en fait les informations sur les patients. Et on a 3 types d'informations, des informations de diagnostic. Par exemple, on a diagnostiqué une pneumonie, par exemple vous avez le cas ici. Des informations de médication, eh bien on a prescrit de l'amoxicilline, et puis des procédures ou des protocoles. D'accord ? Donc chaque patient, on l'a observé et on le représente par un vecteur, d'accord ? Selon tous les types d'événements possibles. D'accord ? Donc finalement, chaque patient, les données de chaque patient sont une séquence d'événements parmi diagnostic, médication et procédure. D'accord ? Et à partir de là, on a observé les patients sur 3 à 12 mois et on essayait de prédire les événements futurs sur 6 mois. Et dans le deuxième cas, on observait sur 9 mois donc les séquences d'événements chez chaque patient, et on essayait d'avoir une fenêtre de prédiction plus large sur les insuffisances cardiaques. D'accord ? Donc là, il vous montre différents types d'encodage des données, et donc ce que je vous ai expliqué là, cet encodage séquentiel des données en fonction des événements cliniques, c'est l'encodage rouge, et il fait systématiquement mieux, c'est toujours pareil, hein, plus on est en haut dans ce cas-là, mieux on est. Il fait systématiquement mieux que les autres encodages. Et puis, les unités réseau récurrents font aussi mieux, c'est les 2 qui sont ici, font effectivement mieux que les autres structures, les autres types de modèles d'apprentissage. D'accord ? Voilà, donc c'est aussi une très jolie étude qui montre l'intérêt de coder finalement les informations qu'on a sur les patients dans le temps.
et lorsqu'on fait de l'apprentissage sur ces séquences pour prédire des risques finalement d'insuffisance cardiaque. Donc là, ce sont des données qui sont déclinées selon la fenêtre d'observation et la fenêtre de prédiction. Donc on a, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, quelle que soit la fenêtre, le temps d'observation, évidemment, plus on observe, là on n'a observé que 3 mois, là on observe le patient pendant 12 mois, plus on l'observe, plus on a des informations sur lui, et donc plus on est pertinent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ça c'est un réseau de neurones profond, récurrent, et il fait mieux que des approches qui sont plus classiques. Là, c'est le perceptron multicouche, là, c'est un système d'apprentissage non paramétré, ça, ce sont les SVM, et puis la régression logistique, qui sont toutes des méthodes très très connues en apprentissage, et qui font toutes moins bien, effectivement, que le réseau récurrent. Voilà, donc ça, je vais passer parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il existe des challenges pour, là c'est en biochimie, hein, et ce sont des choses qui sont menées par l'industrie pharmaceutique. C'est la forme de challenge pour monopoliser tout un tas d'équipes de recherche ou pas de recherche, d'ailleurs des tas de gens qui vont se mobiliser pour essayer de donner la meilleure solution pour une tâche de prédiction donnée. Donc là, c'est une tâche qui cherchait à prédire la toxicité de composés chimiques. Donc en entrée, on avait des composés chimiques à noter avec 12 effets toxiques possibles. Et il fallait trouver un modèle qui était le meilleur, qui allait battre tout le monde. Et le modèle qui a battu tout le monde, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un modèle d'apprentissage profond. Voilà. Après, il y a plein d'autres techniques. Là, ce sont des séquences, des choses qui ont été apprises sur la base de capteurs. Donc là, c'est toutes les histoires de capteurs mobiles. Donc ça, c'est quelque chose qui était un capteur non invasif, donc qui était sur des adolescents étudiés en fonction de leur qualité du sommeil. Et à partir d'une semaine d'enregistrement de la qualité de leur sommeil et d'annotation, on essayait de prédire justement la qualité de leur sommeil. Bon, il y a plein d'études justement comme ça et de travaux qui travaillent sur qui améliorent tout ce qu'on savait faire jusque-là, les prédictions à partir des capteurs mobiles. Voilà, je vais terminer en vous montrant le fameux Horus, qui est là, est plutôt un travail en aval. C'est un dispositif qui permet aux malvoyants, donc c'est un dispositif qui embarque un modèle d'apprentissage qui a été appris et qui va s'enrichir au fur et à mesure. Et ce modèle d'apprentissage, ce système d'apprentissage et la décision qu'il permet de prendre indiquent de façon audio aux malvoyants ce qu'ils voient. Donc il va lui dire attention, là il y a une voiture, ou attention, qui va même être capable de reconnaître les amis de la personne, parce que le système peut être entraîné sur la base des spécificités de cette personne. Donc c'est quelque chose d'assez rigolo. Je vous invite à aller voir les vidéos de présentation de Horus, parce que c'est assez bluffant, et c'est fait aussi avec du deep learning là, appris de façon, entre autres, personnalisée sur le patient. Voilà. Donc, je vais conclure cet exposé en disant que les techniques de deep learning sont assez bluffantes dans beaucoup de domaines, et notamment en santé. Il y a énormément de jolies choses qui sont faites, mais il y a encore énormément de choses à faire. Hein, c'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. Ce sont des techniques anciennes, mais qui sont effectivement maintenant très en vogue, parce qu'on a des moyens de calcul aussi qui suivent. Hein. Il faut quand même beaucoup de ressources processeurs pour y arriver. Il faut former les gens, il faut former les expérimentateurs, il faut mutualiser les données cliniques. Mais voilà, il y a encore énormément de très belles choses à faire, notamment en santé et en biologie. Et donc, moi, j'encourage les futurs médecins et les médecins actuels à essayer de travailler avec les chercheurs et même pas que les chercheurs. Il y a beaucoup de spécialistes de plus en plus de ces techniques-là. Voilà. Alors je terminerai juste en disant que le problème actuel des réseaux de neurones, c'est justement ce manque profond d'interprétabilité. On ne sait pas pourquoi
ça marche. On ne sait pas pourquoi le réseau va prendre une décision à partir de telle entrée, et donc il y a de plus en plus de gens qui essayent de travailler là-dessus, même si c'est assez compliqué. Voilà. Et donc je sais que ça c'est un frein énorme en médecine et notamment en diagnostic, parce qu'évidemment quand on fait un diagnostic, on a envie de savoir pourquoi on a fait, d'où vient ce diagnostic, qu'est-ce qui a permis de l'établir. Je termine ici par un post polémique qui avait été posé par un des fondateurs du deep learning, Andrew Ng, sur est-ce que le deep learning va remplacer, ou l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les médecins? Il semblerait que non, pour l'instant. Voilà, je vous remercie.